Je m'appelle Hervé Le Treut et je suis professeur à Sorbonne Université et puis à l'École Polytechnique. Hervé Le Treut, bonjour. 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 Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui à l'Observatoire de Paris pour qu'on puisse discuter tous les quatre un petit peu du climat. On aimerait savoir en quoi consiste votre domaine de science et quelles sont un peu vos journées type de tous les jours. La science que j'ai faite, c'est d'abord une science qui était la science physique. Moi, j'ai travaillé d'abord comme physicien. La physique, c'est celle du mouvement de l'atmosphère, des océans. Donc, c'était avant qu'on se pose vraiment des problèmes forts sur le changement climatique. On était sur la compréhension du climat, comment ça fonctionne, quels sont les... Et puis, progressivement, effectivement, on est venu sur des enjeux qui sont moins physiques, mais plus sociétaux. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que le climat change? Qu'est-ce que ça implique pour nous? Comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez vraiment pris conscience de l'urgence climatique? Au départ, c'était un problème parmi d'autres. Et puis c'est un problème qui s'est mis à grandir au fil du temps. Au début, j'ai plutôt eu du mal à expliquer dans mon laboratoire que je pensais que c'était un sujet important, ce sujet des émissions de gaz à effet de serre. C'était pas vu comme de la vraie science par un certain nombre de personnes. Donc, mais il n'y a pas eu de marque absolue qui fait qu'on ait changé d'un coup en quelques semaines. Et donc ce que vous nous dites, c'est que pendant longtemps, le champ scientifique n'a pas pris conscience de l'ampleur du phénomène? Oui, c'est un oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement tout le monde a compris que c'était important, mais même pour des scientifiques, donc, la première phase, celle où on ne voit les choses que par les équations, on y croit un peu moins que celle où on commence à voir les choses dans le monde réel. Il y a quand même toujours, même pour les scientifiques qui faisaient les calculs et qui regardaient ce qui se passe, c'est un tout petit peu plus difficile de prendre conscience que quand ça devient quelque chose de réel. En 2007, vous disiez on est bien au-delà des pires scénarios imaginés. Est-ce qu'aujourd'hui vous maintenez cette analyse? Disons que ces phrases-là qui sont citées quelquefois sont des phrases qui sont quelquefois un peu simplifiées. On a toujours eu des marges d'incertitude. Effectivement, les scientifiques, on a eu une phase où on cherchait à convaincre. Donc cette volonté de convaincre, c'est quelque chose qui nous a incité pas à durcir le trait, mais à insister vraiment sur les enjeux les plus difficiles de ces problèmes-là. On s'est rendu compte au bout d'un moment que les choses se retournaient. C'est-à-dire que cette conviction, c'était en fait quelque chose qui faisait peur à beaucoup de gens, et que c'était pas vraiment attendu. On n'imaginait pas ça à un moment donné, après tous les débats climato-sceptiques, qu'il y ait des gens qui en fassent peur, qui prennent ça très... Et donc, l'idée que les gens aient peur de ce qui va se passer, je crois que c'est pas un bon signal. C'est quelque chose on doit se sentir armé face à ce qui va se passer, quoi qu'il arrive, quoi. Mais comment on se positionne en tant que scientifique entre des jeunes qui ont peur, qui ont ce qu'on appelle de l'éco-anxiété, et essayer de faire réagir les politiques et assez les choquer pour qu'ils réagissent? Alors c'est une très bonne question et c'est effectivement le problème majeur, je pense, auquel on est confronté aujourd'hui, en tant qu'enseignant en particulier, c'est-à-dire essayer de ne pas laisser penser qu'on est dans une situation où tout est perdu, alors qu'on est là. Donc les choses ne sont pas perdues, on est là. Mais c'est vrai que par contre, on s'est donné des objectifs qui ne sont pas tenables, très souvent. Donc je crois que ces objectifs non tenables, la première des choses, c'est d'avoir un discours de vérité par rapport à ça. Je crois qu'il faut essayer effectivement d'objectiver le plus possible les choses et puis de les regarder bien en face. Et c'est ça qu'on peut transmettre, je pense, à des étudiants le plus fortement, ou à des élèves, parce que c'est... Ce qu'on peut attendre de votre génération, avant tout, c'est d'être lucide. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais il faut être lucide, être capable de réagir. Voilà. C'est pour ça que la peur, c'est une mauvaise chose. Ça empêche de réagir. Maintenant que vous avez pleinement conscience de l'urgence climatique, quelle est votre vision du futur? Vous êtes plutôt de nature optimiste ou plutôt des visions apocalyptiques pour notre avenir?
Apocalyptique, certainement pas. Aujourd'hui, on est effectivement dans une situation où les choses ont beaucoup changé. On ne peut pas parler du problème climatique aujourd'hui comme il y a 20 ans. Penser que les solutions, c'était des solutions comme les problèmes qu'on rencontre d'habitude dans la ville. On fait une petite bêtise, on a laissé de l'eau quelque part, là on essuie, et puis c'est bon. Là, le problème des changements climatiques, c'est qu'il engage le futur sur des périodes très très longues. On doit essayer de prendre les mesures les plus adaptées, sachant que tout n'est plus possible. Je crois que c'est ce qui fait la marque de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout n'est plus possible. Du coup, justement, est-ce que vous avez aujourd'hui encore espoir dans une action immédiate de la part de nos dirigeants ? Oui, j'espère bien que les dirigeants vont faire quelque chose. Ce qui est important, c'est d'aller dans des directions qui soient les bonnes. On est passé d'une phase du diagnostic à l'alerte, puis maintenant on est dans qu'est-ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on fait, c'est quelque chose qui finalement n'est pas bien tranché. Donc ça veut dire qu'on est aujourd'hui pas très prêt à prendre ces décisions-là. Donc c'est pas seulement les politiques. Et moi, quand j'ai dit tout à l'heure que finalement, ce qui m'avait frappé, c'est que une grosse partie de ce qui était fait comme dans les laboratoires de la région Aquitaine était inutilisé, ça relève un peu de la même problématique, c'est-à-dire qu'on n'est pas très sûr de ce qu'on veut faire et de ce qu'on doit, de comment on transmet les choses entre le monde des scientifiques, le monde des décideurs. Il y a aussi une part qui est due aux scientifiques qui ne sont pas capables, on mea culpa, de transmettre une information qui est utilisable par les hommes politiques. Si on leur dit, voilà, on a fait des calculs et c'est foutu, les hommes politiques ne peuvent rien faire, quoi. Ils ont besoin d'être, qu'on les assiste un petit peu plus quand même. Quand on a l'espoir de cette action, vous nous disiez que vous aviez encore espoir d'une action immédiate. Comment on réagit par exemple face à des personnages comme Jeff Bezos qui, au-delà de détenir la société Amazon, ont dépensé autant de CO2 qu'une personne dans sa vie entière juste pour un voyage dans l'espace? Comment on réagit en tant que scientifique face à ce genre de situation? Alors c'est une question très, très difficile, on réagit quelquefois pas, parce qu'il faut effectivement se ménager un peu par rapport à des choses qui paraissent pas raisonnables. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes. C'est pas seulement les petits gestes, je suis pas les petits gestes, je pense qu'il y a une dimension citoyenne surtout. Mais il y a beaucoup d'éléments à l'échelle d'une région, il y a beaucoup d'espaces avec lesquels on peut interagir. Et ça suffit à occuper nos journées, je pense. Donc je crois qu'il faut essayer quand même de proposer des choses positives. Bon, bien sûr, on a envie de protester, mais on a quand même beaucoup de choses positives qu'on peut mettre en avant aussi. Donc je crois qu'il faut quand même favoriser cela. Plus d'être pour que d'être contre, en fait. Je pense quand même. On a le droit d'être contre. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles on doit même être contre. Quand on voit la forêt amazonienne qui brûle, on doit être contre. Mais ça doit être réservé à des cas importants, vraiment. Et autrement, il faut essayer d'avancer. Vous avez souvent utilisé le terme de climato-indifférent. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu plus nous expliquer le concept ? La climato-indifférence, pour moi, c'est venu un petit peu après le climato-scepticisme. Il y a eu une phase où, finalement, on mettait en cause la réalité du problème climatique. Et il y a eu beaucoup de débats à la télévision. Puis ça s'est éteint petit à petit. Mais on a eu le sentiment que beaucoup de gens, finalement, ne disaient rien, mais pensaient quand même que, finalement, c'était peut-être pas très sûr, ces problèmes-là. Donc il y a eu une espèce de phase où la réalité, quand même, n'était plus questionnée de manière ouverte, mais que souterrainement, il y avait encore beaucoup de gens qui ne croyaient pas trop à cet enjeu-là. Et je crois que ça a joué un rôle quand même de ralentissement par rapport à ce qu'on a pu faire à cette époque. Et je peux vous retourner la question. À quel moment vous avez ressenti la problématique, et si dans vos familles, par exemple, c'est des problèmes qui se sont posés? Moi, personnellement, c'est venu assez tard, c'est-à-dire, je dirais, il y a seulement 1 ou 2 ans, parce que justement, jusqu'à l'âge du lycée, c'est-à-dire vers 16-17 ans, on ne m'a jamais vraiment sensibilisé à la question. C'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'entourent qui ont pris conscience, donc des amis, des proches. Donc moi, ça m'a fait prendre à mon tour conscience. Mais c'est vrai que par contre, moi, je ressens vraiment comme une différence générationnelle dans ma famille. Par exemple, mes grands-parents, comme vous dites, sont peut-être
pas climato-sceptiques, mais vraiment climato-indifférents, c'est-à-dire que oui, le réchauffement climatique, oui, certes, c'est peut-être une réalité, mais ils ne voient pas concrètement ce que qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour changer les choses, et ils n'ont pas l'intention en réalité d'imaginer des solutions et de changer les choses. Je pense qu'aussi c'est peut-être un regard qu'on porte sur nous, les jeunes qui se mobilisent pour le climat. Cette climato-indifférence, c'est de dire c'est ta période rebelle, comme tous les ados, c'est le moment où tu vas combattre un peu la société, et puis ça va te passer, et puis tu vas avoir un boulot et tu vas t'intégrer dans la société. Et je pense que, moi je la ressens comme ça, en tout cas cette climato-indifférence, c'est de dire, de cacher le problème, alors soit en disant non mais... Le réchauffement climatique, oui, mais moi je trie mes déchets. Donc, voilà, c'est suffisant et ça va passer. Et donc voilà. C'est vrai que c'est un peu minimiser le problème. C'est se dire, non mais nous on vit très bien, je vois pas pourquoi, est-ce que ce sera un problème aujourd'hui? Non mais vous verrez ça plus tard, vous avez le temps, quand vous avez la vie devant vous, pas forcément en fait. Donc, après oui, on parlait d'inquiétude tout à l'heure, le truc c'est que c'est quelque chose que nous on ressent beaucoup dans notre génération, rien que des filles qui m'entourent qui ne savent même pas si elles veulent vraiment avoir des enfants dans ce monde-là. Je veux dire, c'est vraiment des questions actuelles qui se posent pour nous. Et forcément, quand on est face à des personnes, comme disait Christian, nos grands-parents ou d'autres personnes, même des professeurs, qui nous disent « mais c'est pas si grave que ça, calmez-vous, tout va bien, hein, vous avez la vie devant vous », forcément, nous, on a du mal en fait, à accepter ce discours-là. Est-ce que vous avez un message à faire passer à la jeune génération? Moi, le message que j'aime faire passer dans mes cours, c'est le message de la complexité. C'est-à-dire que je crois qu'il y a... La difficulté aujourd'hui, c'est que les solutions sont presque toujours des solutions complexes. Et donc, il faut prendre conscience de ça et puis essayer vraiment de réfléchir à ce que sont les possibilités. Et c'est... Ce qui veut dire que je crois que l'éducation que vous recevez en ce moment, elle est vraiment très importante, parce que c'est ça qui vous rendra autonome dans votre réflexion ou pas. C'est le niveau de conscience que vous avez de ce qui se passe. C'est très facile pour les gens de dire pourquoi pas remplacer les chemins de fer par des bus, par exemple. Il faut essayer de mesurer la complexité ajoutée que ça représente. Donc il ne faut pas rester sur des schémas trop simples. Encore une fois, on attend vraiment beaucoup de vous et des gens qui viendront ensuite. Bonjour, je m'appelle Étienne Gis et je vous parle au nom de l'Académie des sciences, qui organise ces petites vidéos que vous êtes en train de suivre sur les conversations sur le climat. Quand j'étais enfant, la science qui me passionnait, c'était l'astronomie. C'était pour moi magique de voir les Américains qui marchaient sur la Lune. Aujourd'hui, si j'avais 15 ans, c'est sûr, ce qui me passionnerait, ce serait la science du climat. Car il y a toutes sortes de sciences. Il y a de la physique, de la chimie, de la biologie, des mathématiques, tout y est. Et je trouve que la possibilité de mélanger toutes ces sciences aujourd'hui, pour des jeunes, pour leurs professeurs, c'est une opportunité extraordinaire. Je suis entouré ici par ces portraits de tous ces gens qui m'impressionnent beaucoup. Je vois le marquis de Laplace, je vois Lalande, je vois tous ces grands astronomes du passé. Tout ça est passionnant, mais la passion d'aujourd'hui, je crois, c'est la science du climat qui offre toutes les possibilités à des jeunes et à leurs professeurs. Donc j'espère, je suis sûr, que les jeunes d'aujourd'hui peuvent se passionner pour cette science qui est un peu compliquée parce qu'il s'agit de comprendre ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans. C'est tout à fait passionnant.